on parle de récession. Et donc, dans ce cas-là, l'inflation même est négative toute l'année. Et donc, la Banque d'Israël aurait très bien pu, et tout ce qu'elle le fasse d'ailleurs dans l'avenir, faire comme c'est en Europe ou en Amérique, à l'époque, enfin surtout en Europe, de faire des taux négatifs. Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes mardi, mais demain, c'est veille de Pessah. Alors, nous avons devancé votre chronique hebdomadaire sur le plan économique pour essayer de coller au plus près de l'actualité. Une actualité qui, bien entendu, est marquée par les répercussions économiques de cette crise du coronavirus, encore et toujours. Alors, je voudrais qu'avec ensemble, nous puissions, pendant les prochaines minutes, en tout cas, essayer de faire le clair sur ce qui se passe pour ce million d'Israéliens qui se retrouvent sans emploi et également pour les indépendants israéliens qui sont durement touchés par la crise. Où en étant des mesures prises par le gouvernement israélien? Oui, il faut d'abord préciser la chose suivante. La crise que nous avons à faire en Israël, et point de vue mondial, est une crise qui a des répercussions économiques qui n'ont pas été connues au moins d'une centaine d'années. J'ai même vu des articles financiers des économistes, même depuis que les statistiques existent. C'est une crise énorme et on a aussi parce qu'on est arrivé à une croissance et à un important développement industriel et économique et c'est un choc énorme. Et en plus de ça, on ne sait pas encore exactement quand et comment cela se terminera. Donc, il faut comprendre cela pour voir et justement pour pouvoir répondre à votre question, qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qu'il en est maintenant pour les catégories que vous avez mentionnées. Encore une deuxième phase d'introduction. Comme je l'ai dit la semaine dernière, la solution qui a été adoptée par le ministère des Finances et donc après par le gouvernement pour aider ces différentes populations a été de ne pas creuser le déficit budgétaire. Il y avait des possibilités plus rapides et des modèles connus comme il y a lorsqu'il y a des guerres ou des affrontements. Ce n'est pas la solution qui a été choisie parce que l'idée a été de ne pas creuser le déficit budgétaire. Pourquoi ne pas affecter ce déficit plus encore? Le ministère des Finances a dit que lorsqu'on a commencé cette crise, on était à peu près à moins 4% à peu près de déficit. Vous savez, on en a parlé plusieurs fois dans la chronique, et il ne voulait pas avoir cette solution qui peut-être fera que Israël serait plus fragile et arriverait jusqu'à 10-15%, et on n'est pas les États-Unis, et ils ont eu peur qu'à cause de ça, Israël serait dégradé après, et surtout, je pense aussi, ils préparent l'après la sortie de la crise, et ils se gardent peut-être des munitions pour ce moment-là. Je pense qu'il y avait aussi un problème politique aussi. Maintenant, pour revenir à votre question, et pourquoi, et où on en est pour chaque catégorie que vous avez mentionnée. D'abord, concernant les Atzmaïm, c'est-à-dire les indépendants. Si, par exemple, on parle maximum de 40 000 indépendants qui se seraient inscrits aux impôts, comme nous avons signalé le lien, pour pouvoir avoir le droit à ce qu'on avait appelé jusqu'aux 6 000 shekels, exemple, et ça c'est Ma'anak, pour les aider avant Pessah ou à subir ce qui s'est passé depuis mi-mars. D'ailleurs, je suppose que vous pouvez le penser, il y a des secteurs entiers où, surtout les services, depuis mi-mars, c'est zéro. Il n'y a plus de rentrée. Donc, il y a eu un problème énorme de cash flow, c'est-à-dire de rentrée d'argent pour tous ces services-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a, je pense, au jour d'aujourd'hui, d'après ce que j'entends, personne n'a reçu dans les indépendants, quel que soit de l'argent, parce que justement, ce qui a été adopté par les systèmes, par les impôts et autres, la façon dont ça a été fait, a fait que pour l'instant, personne n'a rien reçu. De toute façon, peut-être aujourd'hui encore, on parle avant Pessah. Alors, d'où c'est dû à quoi exactement ce retard? Parce que on nous a dit depuis 2-3 semaines que la procédure allait être accélérée, que les gens allaient pouvoir recevoir très rapidement des indemnités, que ce soit les indépendants ou les salariés mis au chômage. Pourquoi ce retard?
comme je l'essayais de le dire. Ça a été la façon dont ils ont vu que l'argent se trouvait, le ministère des Finances a vu, il y a de l'argent au butoir Lomi, c'est-à-dire aux assurances sociales, il n'y en a pas dans le budget. Alors on va essayer de tirer au maximum par rapport à l'argent qui se trouve aux assurances sociales, même si on sait très bien que c'est la façon dont on le fait va faire que ça n'arrivera pas comme... C'était évident. Nous en parlerons aussi d'autres répercussions aussi pour les gens qui reçoivent l'argent. C'est beaucoup moins que ce qui est prévu. En fait, vous êtes en train de nous dire que deux grandes organisations, deux grandes institutions, d'un côté le ministère des Finances, de l'autre côté les assurances nationales, eh bien sont en train de se disputer sur le dos des salariés et des indépendants qui sont au chômage. Ils sont disputés depuis des années, comme on en parle dans la chronique, et c'est pas, et comment dire, oui, c'est le ministère des Finances qui a décidé que ça se fasse de cette façon-là, et donc, pour les raisons que j'ai précisées, et donc, c'est pour ça qu'on a le résultat. De toute façon, ce que je veux dire pratiquement... Attendez, parce que ce que vous nous dites, vous nous donnez des informations qui sont plutôt inquiétantes, en tout cas pour les gens qui se retrouvent dans cette veille de fête totalement démunis. C'est-à-dire, ces 80 milliards, les 90 milliards qui ont été validés par le gouvernement hier, tout cela, bien, aucun Israélien n'en verra la couleur avant la fin de la fête de Pessah? Attendez. J'ai pas dit ça. J'ai dit, on parle maximum pour les indépendants, peut-être aujourd'hui. Pour l'instant, personne, d'après ce que je sais, n'a rien reçu. Peut-être aujourd'hui, ils parlent qu'une partie recevrait. On parle de les gens qui recevraient, et même il a été dit par Netanyahou hier, par à peu près 2000 shekels s'ils reçoivent quelque chose. Il a parlé hier de Chol HaMoed Pessah. Pour l'instant, je vous dis, alors on est au soir du Seder, c'est pas... il n'y a personne qui n'a pas reçu quoi que ce soit d'argent. Concernant les salariés, aussi, d'après ce que j'ai vu, les gens n'ont pour l'instant rien reçu. Il faut le savoir et je le redis. Les salariés qui ont été mis ce qu'on appelle au relat, c'est-à-dire au chômage. Congé sans solde. Congé sans solde, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Justement, vous avez parlé de Bitoire Leumi et de ministère des Finances. Lorsqu'ils vont recevoir cet argent-là, vous savez, il y a des catégories de population qui sont très pauvres et qui, à cause de ça, sont aidées par l'État et par le Bitoire Leumi pour certaines choses. Par exemple, ils peuvent être handicapés. Par exemple, ces gens-là peuvent être vieux. Ces gens-là peuvent être ce qu'on appelle divorcés et avoir des maisonnotes, etc. Cet argent qu'ils vont recevoir pour le Khelat leur sera déduit des Kitzbaot, c'est-à-dire de ce qu'ils reçoivent normalement, des assurances sociales. D'accord? Donc, ça veut dire que ce sont les plus pauvres qui vont en vérité recevoir le moins. De la façon dont ça a été fait, il faut qu'ils le sachent, et il vaut mieux le savoir avant, et c'est parce que c'est la façon dont ça a été adopté, de le faire par le Bitoire Leumi, pose et fait cette conséquence que je viens de vous dire. C'est stupéfiant, c'est-à-dire vous êtes en train de nous dire que finalement le gouvernement d'un côté fait de grandes annonces solennelles pour montrer qu'il est prêt à ouvrir les caisses de l'État pour venir en aide à ces milliers, centaines de milliers d'Israéliens dans le besoin aujourd'hui, et de l'autre côté vous nous dites que quelque part au milieu de tout cela, eh bien ce sont les plus pauvres qui vont faire les frais de cette crise. Oui, c'est ce que les financiers, les économistes disent dans tous les journaux. Exact. C'est ce que vous venez de dire résume la situation. Je vous ai déjà dit, les chiffres de 90 milliards, c'est un chiffre qui est gros, qui contient beaucoup de choses, assignées au ministère de la Santé, etc. Ça a été voté d'ailleurs cette nuit par la Knesset, mais il comprend aussi, il donne simplement le droit à l'État de donner 90 milliards. D'ailleurs, d'après ce que j'ai vu hier, c'était peut-être même pour d'autres choses. Je ne sais pas exactement comment la loi a été faite cette nuit, mais hier, la Commission des Finances a dit, mais ça pourrait permettre aussi de faire d'autres argent pour d'autres choses. Voilà la situation où on en est. Je pense aussi que l'État, et je le vois, il faut le dire, c'est bien pour le peuple d'Israël, c'est une très très bonne chose, à compter sur la solidarité des gens. Je sais que beaucoup de gens, même qui n'avaient pas beaucoup d'argent, ont vu leurs voisins qui crevaient de faim et n'avaient pas de quoi acheter pour le Seder, et eux qui n'avaient Oui, mais la solidarité, on sait qu'elle existe, ça fait partie de l'ADN du peuple juif, on va dire, mais la solidarité du pouvoir, la solidarité de l'État, où elle est? Voilà, j'ai pas de réponse à vous donner. Les gens le verront d'ailleurs, le voient dans leur compte en banque. C'est comme ça. Je vous dis la situation de ce qu'elle est. Point de vue
d'un économiste, je dis les faits, les commentaires et comment les choses après, c'est d'autres choses. Moi, je vous dis pourquoi ça a été fait comme ça et quelle en est la réalité. Vous savez, il y a une troisième chose que Netanyahu avait parlé, des 500 shekels qui sont donnés aux familles et aux enfants, et qui seront donnés pour les enfants, et qui sont donnés aussi aux kshishim, c'est-à-dire aux gens qui sont âgés. Lui-même, il a dit hier, ce n'est pas maintenant, ils ne le recevront pas avant le Seder. C'est fou. J'espère qu'ils ne recevront pas, je ne sais pas. Pour l'instant, je vous parle de fait, de ce qui se passe à l'heure où je vous parle mardi matin. Ça peut paraître stupéfiant, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Écoutez, alors voilà, on a bien compris le message, et il n'est pas particulièrement optimiste pour les gens qui nous écoutent et qui sont soit en khalat, soit indépendants. Et on le regrette bien entendu. On va parler également ce matin de mesures qui sont prises par la Banque d'Israël par rapport à l'économie. Et là aussi, c'est une autre question, parce que on sait que la Banque d'Israël a des réserves immenses. On parle de 130 milliards de shekels ou de dollars qui sont dans ces caisses, dans les caves de la Banque d'Israël, et qui ne sont pas touchés dans cette crise alors que tout le monde en a besoin. Oui. D'abord, c'est une partie, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs chroniques, là, c'est 130 milliards de dollars. La Banque d'Israël, en partie, au lieu de le faire sur la bourse israélienne, l'investissait sur les bourses du monde entier, notamment sur la bourse américaine. La bourse américaine a baissé ces derniers temps jusqu'à 30%, elle s'est un peu remise, mais ce qui fait qu'elle a perdu une partie de cet argent, comme beaucoup de gens qui ont joué en bourse. D'accord? Maintenant, ce que la Banque d'Israël a fait hier, on l'attendait depuis longtemps, et tout le monde le dit, elle l'a fait trop tard et pas assez. Elle a baissé son taux directeur, lequel elle prête aux banques, de 0,25 à 0,10, c'est-à-dire revenir un an avant de ce qui a été, ce qui est vrai, effectivement, en Israël, un taux très faible. Mais vous savez, on parle d'une inflation qui, toute l'année, sera négative. Vous savez que le prix du pétrole a baissé énormément. Oui. Et bien sûr, les gens ne consomment moins aussi. Il y a au contraire une déflation. Il n'y a pas il n'y a pas d'inflation. C'est aussi le signe d'une récession. Voilà, on parle de récession. Et donc, dans ce cas-là, l'inflation même est négative toute l'année. Et donc, la Banque d'Israël aurait très bien pu, et que elle le fasse d'ailleurs dans l'avenir, faire comme c'est en Europe ou en Amérique, à l'époque, enfin surtout en Europe, de faire des taux négatifs. Ce qu'elle a fait aussi hier, et ça, j'espère qu'on en verra les conséquences, elle a prêté, elle a donné de l'argent, elle dit qu'elle prêtera, c'est un nouveau instrument financier qu'elle veut faire. Elle peut prêter aux banques en Israël pour qu'ils puissent prêter aux petites entreprises. Elle leur prête à 0,1%. Et elle voudrait que les banques prêtent à un taux comme ça, bonifié pour des petites entreprises. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a eu beaucoup de plaintes aussi. Les banques ont augmenté les taux d'intérêt, surtout des mashkantaot, ce mois-là, parce que la bourse est tombée, elle a augmenté jusqu'à 1%. Les Israéliens, ce mois-là, ont énormément pris de mashkantaot. Vous savez qu'on veut prendre des prêts hypothécaires, pas seulement pour s'acheter une maison, mais pour faire de la consommation, et c'est d'un prêt à très long terme. Ils en ont pris pour 9 milliards, c'était un record historique. À mon avis, ils l'ont fait parce qu'ils se sont dit, moi, c'est à très très long terme, et finalement, je vais pouvoir devoir payer seulement un petit peu par mois. C'est la façon dont les Israéliens l'ont fait, mais ils vont se rendre compte que une partie de ce qu'ils vont payer sera d'un taux d'intérêt cher. D'ailleurs, la Banque d'Israël a appelé les banques et même leur a parlé, le ministère des Finances, pour qu'ils prennent moins de marge. Mais eux, les banques disent, nous, on a peur aussi qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui fassent faillite et beaucoup de gens, des ménages qui ne pourront pas nous payer. Eux, ils sont ce qu'on appelle iskim, c'est-à-dire ils voient le côté commercial de la chose. Et pour l'instant, pour cette chose-là aussi, le public qui a besoin maintenant de prêts face aux banques n'est pas dans une bonne position pour les raisons dont je viens d'évoquer. Eh bien, docteur Daniel Guggenheim, on est obligé de terminer cette conversation puisqu'il est 9h et nous allons céder la parole à nos amis Cathy Choukroun et Olivier Granilic. Mais en tout cas, on aura bien entendu l'occasion de se reparler, peut-être même pendant les fêtes de Chol HaMoed, pour essayer de faire le point et essayer peut-être d'envisager un début de sortie de crise. Binyamin Netanyahou en a parlé, mais on a du mal à l'imaginer pour l'instant. En tout cas, voilà. Tous les auditeurs, et dire une chose très très importante, parce que c'est un des sujets que je voulais dire, point de vue des locations. Quand il y a une entreprise maintenant qui loue un domaine, qui loue un bureau, il est d'après ce que les avocats disent,
il pourra demander aux propriétaires, aux canyonim, aux propriétaires de ne pas avoir à payer pendant la période où ils n'ont pas payé, où ils n'ont pas pu travailler. Par contre, les ménages, eux, devront sans doute payer. Mais c'est très important. On aura l'occasion d'en reparler, Daniel. On va pas partir, on sera là fidèle au poste dans les prochains jours pour parler de ces sujets également importants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pessar Kacher, Vesaméar, envers et contre tout. Et à bientôt. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.